Bonjour Monsieur Jacques Attali, je suis Margot Eliès, j'ai 22 ans et je suis travailleuse sociale dans la ville de Brest auprès des personnes sans domicile fixe. Je suis très contente de pouvoir vous poser une question aujourd'hui car j'ai pu lire votre livre Devenir soi cet été. Je vais voter pour la première fois cette année, dans un contexte assez particulier, c'est un petit peu compliqué. Je sais vers qui m'orienter mais ça reste assez flou. J'aurais aimé savoir, moi, quelles étaient vos inspirations quand vous étiez jeune et que vous alliez voter pour la première fois. Quels étaient vos rêves? Que pensez-vous de la politique? D'abord, je me considère toujours très jeune. Je ne vois pas pourquoi vous faites des catégories de ce genre. Ensuite, vous aurez mon âge vers 2080. Donc, ça vous laisse du temps devant. Quand j'avais votre âge, j'étais déjà très impliqué dans la vie publique, très engagé. Et mes aspirations étaient de faire que le monde soit le plus juste possible. C'était pour moi la justice sociale qui était le moteur de mon action et qui a tout le temps été cela. Et transmettre. Donc transmettre pour assurer plus de justice. C'est pour ça que j'ai tout de suite voulu être enseignant. Je vous recommande de garder votre âme d'enfant. Souvenez-vous comment vous étiez à 8-10 ans. Vraiment visualisez qui vous étiez, mettez cet enfant à côté de vous, rappelez-vous de ses aspirations et gardez-le toujours près de vous et il vous donnera toujours de bons conseils. Merci pour cette réponse. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bonjour, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Julie Martinez. Bonjour. Vous avez travaillé aux côtés de Jacques Attali à la rédaction de ce livre dont on va beaucoup parler aujourd'hui, Faire réussir la France. Faire réussir la France, ça nous intéresse, nous, ici. Alors bonjour et bienvenue. Bienvenue dans Le Futur de Jacques Attali et Julie Martinez. Élire un président ou une présidente, c'est faire un choix, c'est s'engager tous pour l'avenir. Alors à la veille de cette échéance, prenons le futur comme point de départ pour penser le présent, les grands enjeux plutôt que les petites phrases, le temps long plutôt que la polémique. Et il y en a un qui a toujours regardé devant et plus loin, un homme qui inlassablement conjugue expérience et vision, c'est vous, Jacques Attali, et à vos côtés, l'incarnation d'une autre génération qui conjugue jeunesse et expérience, c'est Julie Martinez. À mes côtés également aujourd'hui, Adélaïde Zulfikar-Passik, vous êtes directrice, tu es directrice de BVA Opinion et tu prends pour nous le pouls justement de cette opinion française. Bonjour. Et puis Christian Roudot, avec toi on prend du recul, on remet en perspective. On essaye. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Je crois inutile de longues présentations. Vous avez été bien sûr le conseiller de François Mitterrand. Vous êtes un homme dont les idées continuent de peser à gauche, au centre, à droite. Si je devais résumer la pensée attaliste, je dirais positive, humaniste et tournée vers le futur. Le futur, c'est votre obsession, c'est aussi la nôtre, donc ça tombe bien. Vous proposez dans ce livre 30 réformes majeures et 250 actions urgentes dans votre ouvrage. C'est digne d'un programme présidentiel. Alors, pourquoi cette contribution? Y aurait-il comme une pénurie d'idées neuves dans la campagne? En fait, depuis près de 50 ans maintenant, à chaque échéance présidentielle, dans une position ou une autre, je me suis mêlé des programmes. Et depuis quelques 3 ou 4 élections, je le fais librement, parce que justement, je suis de plus en plus inquiet de voir la vie publique s'éloigner de la réflexion programmatique. Et donc, j'estime nécessaire de montrer que le débat ne doit pas être seulement un débat de personnes, mais un débat d'idées, de projets. Même si, encore une fois, la fonction présidentielle s'est beaucoup discréditée depuis 20 ans. Mais à chaque élection, je pense utile de réunir des gens, experts, de bonne volonté, pour penser les réformes minimales qu'un président devrait impulser au cours de son mandat. Julie Martinez, maître Martinez, vous êtes avocate, spécialiste du droit du numérique. Ce travail collectif est le fruit de 400 auditions des meilleurs spécialistes dans leur domaine. Quand on a une trentaine d'années comme vous, que se dit-on après un tel travail? Qu'il y a malgré tout encore des chances d'espérer?
que les candidats se saisissent enfin de nos idées. On espère sincèrement que le projet, en tout cas, qu'on a rédigé, accompli, tout ce travail qu'on a abattu avec l'ensemble de la commission, on espère sincèrement qu'il sera porté à l'attention des candidats, en tout cas, les candidats s'en saisiront, et que les citoyens également s'en saisiront. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est du donnant-donnant. Il faut également que nos concitoyens se saisissent de ce travail. On a un site internet collaboratif, participatif, francepositive.com, où chaque citoyen peut contribuer et appeler les candidats à l'élection présidentielle, déclarés ou non déclarés encore, à se saisir de ce travail qui, à mon sens, est un travail de qualité et surtout qui allie à la fois expertise, qui est nécessaire lorsqu'on traite de sujets aussi importants, mais également connaissance du terrain. On a été chercher des experts également sur le terrain, des présidents d'associations, des collectifs qui savent également ce qui se passe sur tout notre territoire français. Et on y reviendra effectivement. Alors Christian l'a rappelé, votre livre repose sur 250 actions urgentes à mettre en œuvre pour préparer la France de demain. Les Français partagent-ils votre sentiment qu'il y a urgence à agir? Comment perçoivent-ils certaines des idées que vous proposez dans votre ouvrage? Nous le découvrirons ensemble au fil de l'émission à travers les résultats de sondages exclusifs réalisés par BVA pour Futur. Quelle France dans 10, 20, 50 ans? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour qu'elle soit bien plus encore qu'aujourd'hui un pays où ses habitants sont heureux, libres et paisibles? Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de vous, Jacques Attali. Et bien justement, c'est la première partie de ce programme, c'est #monpays. C'est parti. On l'a dit il y a un instant, vous nous livrez dans cet ouvrage un inventaire abondant des mesures à prendre de toute urgence, selon vous, pour permettre à la France de renouer avec le succès. D'après notre sondage exclusif BVA pour Futur, les Français ne partagent pas complètement votre sentiment qu'il y a urgence à agir aujourd'hui pour préparer la France aux grands enjeux qui se poseront à elle dans 10 ou 20 ans, puisqu'ils sont certes près d'1 sur 2, 47%, à estimer qu'il est indispensable d'agir aujourd'hui pour préparer demain, mais ils sont presque aussi nombreux, 43%, à penser qu'il faut d'abord s'occuper des problèmes qui se posent aujourd'hui. Ce sondage n'est pas contradictoire. On peut tout à fait prévoir dès maintenant des actions qui répondent aux besoins des Français, mais tout en prévoyant sur le long terme, pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années, un plan qui permette également de préparer l'avenir. C'est-à-dire que nos politiques aujourd'hui ne se saisissent plus du temps long. Ils sont réaction aux réactions de surréactions les unes les autres, ce qui fait qu'également les Français ont l'impression d'être englués dans ce présent et de ne plus pouvoir en sortir. Ils ont d'ailleurs des demandes très justifiées appelant aux politiques à changer les choses maintenant. Néanmoins, on peut tout à fait envisager, et d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on appelle de nos voeux avec la commission France Positive, c'est prévoir sur le long terme la France de demain pour la préparer dès aujourd'hui. Et ça, il faut absolument que ce message soit saisi également par nos candidats. Un mot je reviens sur ce qui a été dit au début. Ce livre a été préparé par 40 experts, auditionnant 400 personnalités, avec l'appui de l'Institut de l'économie positive, qui est une émanation de la Fondation Positive Planète que je préside, et qui justement a comme mission de travailler pour essayer de faire comprendre l'importance de travailler dans l'intérêt de l'avenir et de mesurer en quoi une nation est proche de sa capacité à penser son avenir. L'Institut de l'économie positive mesure en quoi un pays est en situation de répondre à l'avenir et le fait sur tous les pays de l'OCDE. Et la France est très mal classée dans ce classement, année après année. Les pays scandinaves sont beaucoup mieux classés. Donc c'est avec cette angoisse-là que nous faisons. Et naturellement, il n'y a pas de contradiction entre l'immédiat et le long terme. C'est même la grande difficulté d'aujourd'hui, c'est de faire comprendre que ce qui doit être décidé aujourd'hui doit être dans l'intérêt de l'avenir. C'est un petit peu... D'abord parce que ça ne concerne pas que les décisions politiques. Peut-être qu'un des leitmotifs que je voudrais employer ici, c'est la situation est extrêmement grave pour la France. Le président de la République n'a pratiquement aucun pouvoir. Le politique en a de moins en moins. Tout dépend de chacun d'entre nous, de ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, tant comme citoyens que comme acteurs dans toutes nos dimensions, pour changer les choses. Un petit peu comme parents, nous faisons ce que nous trouvons important aujourd'hui pour nos enfants dans 20 ans. Ouais. Et c'est cette dialectique entre l'important aujourd'hui pour dans 20 ans qui est essentielle, tant dans notre vie personnelle
que notre vie de citoyen. Bien sûr, j'entends quand vous dites qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux temps, mais tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Quand on regarde un peu plus en détail les résultats de notre sondage, on voit par exemple que certaines catégories de population sont davantage enclins à construire demain dès aujourd'hui, en particulier les plus diplômés, les cadres, les hauts revenus. Donc on a un peu le sentiment quand même derrière ça qu'il est plus facile de se projeter dans l'avenir quand on n'a pas à penser chaque jour comment est-ce qu'on va boucler sa fin de mois. Donc on retrouve un peu cette tension. Mais bien sûr, bien sûr que il est essentiel de créer les conditions de pouvoir penser long. Et tout l'enjeu pour une société comme la France, c'est de penser long collectivement. N'est-ce pas ? Vous parlez des difficultés de fin de mois, mais la France est en difficulté de fin de mois. Là, comment vit la France aujourd'hui ? La France achète à crédit des choses qu'elle ne produit pas. C'est ça la France d'aujourd'hui. Nous sommes endettés et nous importons. Donc nous sommes collectivement dans la situation que vous dites des plus défavorisés. La France collectivement est une société, une nation en voie de prolétarisation et qui vit dans l'urgence. Nous achetons à crédit ce que nous ne produisons pas. Et pourquoi on ne le voit pas ? On ne le voit pas parce que nous sommes des passagers. La France collectivement, et certains aussi individuellement, sont des passagers clandestins du monde. Passagers clandestins de la croissance, passagers clandestins de notre passé. Nous sommes une nation qui a été très riche. Donc nous pouvons vivre encore collectivement sur des richesses passées. Mais c'est comme des passagers clandestins. Et à un moment ou à un autre, le passager clandestin se fait rattraper par le réel. Vous faites un constat amer sur le débat politique qui précède l'échéance présidentielle, compétition entre personnes, déni de réalité, postures qui sont prises par les uns et par les autres. Comment on remet justement ce futur, cette vision, cette ambition au cœur de la vie politique, par exemple sur le plan institutionnel, pour commencer ? C'est l'objet de notre travail que d'avoir essayé de montrer quelques priorités. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour nous, la priorité absolue qui détermine tout, qui d'ailleurs découle de ce que nous venons de dire, c'est l'enfance. On doit travailler dans l'intérêt de l'enfance et tout doit être fait par ça. Du point de vue institutionnel, nous sommes dans une contradiction qui n'est pas simplement française, mais qui est mondiale. C'est que la démocratie, c'est la tyrannie du court terme. Alors que la dictature, c'est la tyrannie tout court. Et on a le choix entre la tyrannie tout court de la dictature et la tyrannie du court terme de la démocratie. Ce qui reste à inventer, et ce qui est très difficile, c'est une démocratie qui donnerait un droit de vote aux générations futures, qui donnerait le droit de vote à ceux qui ne sont pas encore nés. Et c'est très difficile. Nos institutions n'y préparent de moins en moins. Un mandat présidentiel réduit à 5 ans. Un pouvoir du président, du gouvernement, du Parlement réduit à presque rien, puisque beaucoup de pouvoirs ont été abandonnés aux différentes instances diverses, y compris à des hautes autorités qui n'ont plus aucune réalité démocratique. Tout ça fait qu'en réalité, on est un petit peu comme ces personnages de dessins animés qui continuent à courir après la falaise. On croit que l'élection présidentielle a de l'importance, mais elle n'en a plus aucune. Alors que faudrait-il changer, rétablir ou changer pour que sur ce plan institutionnel, on réécrive le récit sur le temps long ? Réduire tout simplement, réduire en tout cas le mandat présidentiel a été un des facteurs les plus importants dans cet échec justement de la capacité à penser le temps long institutionnellement parlant. Nous, ce qu'on propose, c'est de rétablir le septennat pour redonner un peu de force à notre Premier ministre, éviter que notre président soit placé en position d'être responsable de tout le temps et en mesure d'ailleurs de tout faire tout le temps. Et non, puis éviter que le Parlement... Non, c'est pas très original. Oui, mais moi, je m'attendais à ce que vous puissiez, par exemple, en termes d'innovation institutionnelle, on a effectivement le Haut Commissariat au Plan, France Stratégie, attaché à Matignon. Ça ne change pas grand-chose. Comment, avec quelle institution nouvelle, au-delà du débat quinquennat, septennat, comment envisager des nouvelles institutions pour penser le futur ? D'abord, si on rétablissait le mandat à 7 ans, ça changerait beaucoup de choses. C'est une grave erreur. Ce qui fait qu'aucun président, je parle sous réserve de ce qui peut se passer, mais je crois qu'aucun président ne peut être réélu en ce moment. Je ne sais pas si l'actuel le sera. Mais rappelez-vous cela, aucun président n'a été réélu après un mandat de 5 ans. Aucun. Aucun président n'a été réélu non plus sans cohabitation, et aucun président n'a été réélu s'il a été élu la première fois où il était candidat. Ce qui donne un peu de quelques perspectives sur l'incroyable précarité de cette fonction. Et donc le fait qu'ils ne peuvent rien faire, puisqu'ils n'ont pas le temps devant eux. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un homme politique et un homme d'État ? C'est la possibilité d'être provisoirement impopulaire. C'est ça qui fait un homme d'État. Un jour, j'avais demandé à François Mitterrand, c'est quoi un homme d'État ? Il avait réfléchi pas longtemps et il m'avait répondu, la principale qualité d'un homme d'État, c'est l'indifférence. Ce qui veut dire vraiment, c'est-à-dire le droit d'être indifférent. Alors, je réponds à votre question institutionnelle.
Moi, je rêve, et nous l'avons proposé, je l'ai proposé dans d'autres instances, et on l'a repris incidemment ici, d'une instance qui soit un substitut au Conseil économique et social, qui soit le représentant des générations futures, et qui donne son avis au nom des générations futures. Et je vais même plus loin, je rêve de ce qu'il soit écrit dans la Constitution, même si c'est très difficile à imaginer, qu'aucune décision ne peut être prise si elle peut être considérée contraire à l'intérêt des générations futures. Ce qui donnerait évidemment un pouvoir au juge constitutionnel de dire comme il est inconstitutionnel, telle décision serait inconstitutionnelle parce qu'elle est contraire aux décisions à l'intérêt des générations futures, et qui donne vraiment beaucoup de pouvoir aux juges. Mais après tout, peu à peu, les juges fixeraient une jurisprudence et les hommes politiques s'y reprendraient. Pourquoi est-ce que François Mitterrand, puisque je reviens sur lui, parce que pour moi c'était le dernier président qui a eu du temps pour lui, pour le faire. En fait, il était assez mégalomane, il pensait à lui. Il pensait tout le temps, qu'est-ce qu'on pensera de moi dans 30 ans? Ce qui était une façon de dire, comme je ne souhaite pas qu'on pense de moi le pire, je souhaite le meilleur pour mon pays. Certains voulaient qu'on se souvienne d'eux et se moquaient de savoir si on allait penser d'eux seulement comme ayant fait table rase et le pire. Donc, c'est vrai dans nos vies personnelles aussi. Qu'est-ce que nos enfants penseront de nous? Est-ce qu'ils vont nous maudire dans 20 ans parce qu'on leur a laissé un monde d'enfer? C'est pour ça qu'on est là pour parler des élections présidentielles, mais moi je voudrais parler de notre vie à chacun de nous. Qu'est-ce que nous faisons en dehors de l'élection elle-même pour que ça aille mieux? Vous me fournissez la transition idéale parce que, en parlant de vie, je voulais qu'on parle de votre concept d'économie de la vie. Donc si on parle d'une économie de la vie, qui est centrale dans ce livre, mais qui a été l'objet de votre précédent livre, par définition, par opposition, il y a une économie mortifère. Alors, la survie de notre planète dépend des grands choix économiques qu'on va faire, sous quelles conditions? Oui, il y a 3 concepts. Il y a l'altruisme qui est fondamental. L'altruisme, c'est la condition même idéologique. Considérer qu'il est dans notre intérêt d'être altruiste, à tout point de vue, personnel, collectif. Deuxièmement, c'est une société positive, c'est-à-dire l'altruisme à l'égard des générations futures. Et troisièmement, c'est l'économie qui est nécessaire à une société positive, elle-même nécessaire à l'altruisme à l'égard des générations futures. L'économie de la vie s'oppose à l'économie de la mort. Vous avez dit motifère, je dis économie de la mort. C'est quoi l'économie de la mort? Ce sont tous les secteurs qui nous détruisent. Tout ce qui est lié à l'énergie fossile, tout ce qui est lié aux autres poisons, en particulier le sucre artificiel. Et quand on regarde tous les secteurs d'économie de la mort, c'est 60% du PIB dans tous les pays. Et ce que nous proposons ici, comme je l'ai fait dans un autre livre qui s'appelle justement l'économie de la vie, c'est de tout réorienter vers l'économie de la vie, donner davantage de moyens à la santé, à la digitale, à l'éducation, à la culture, à la démocratie, aux énergies durables, à la finance durable, à l'assurance durable, à la créativité, qui sont aujourd'hui 40% du PIB, alors que tous les secteurs de la mobilité liés à l'énergie fossile, toute l'alimentation malsaine, dans l'économie de la vie, il y a aussi le sport, l'hygiène, l'alimentation saine. Tous les secteurs d'économie de la mort, c'est 60% du PIB. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer du jour au lendemain, mais il faut les réorienter massivement. Et c'est ça la grande orientation majeure de ce projet. C'est pour ça qu'il est important d'anticiper. Important d'anticiper, mais vous le dites vous-même, Jacques Attali, vous parlez de davantage de moyens, de tout réorienter, donc c'est une vraie révolution, presque copernicienne de l'économie. Cela suppose des financements, encore des financements, encore des financements. Au moment où la dette publique a augmenté dans des proportions folles, c'est vous qui l'écrivez, quel choix financier, quel arbitrage, est-ce qu'on est à la veille d'un réel arbitrage financier et massif, et si oui, lequel? Il va bien falloir faire des choix. Je laisserai Julie répondre, parce qu'en fait, on a chiffré notre programme et il y a plus de recettes que de dépenses. Mais on a naturellement, on a évidemment regardé. Mais il faut bien renoncer d'un côté pour... Mais il faut réorienter. Investir. L'industrie touristique, qui est une industrie fascinante, elle est mortifère aujourd'hui, parce qu'elle détruit la nature, la mobilité est une catastrophe. Par contre, si elle devient, en changeant de logiciel, l'industrie de l'hospitalité, change tout. Elle devient l'industrie nécessaire à l'hôpital, aux maisons de retraite, elle recrée une réalité différente. Les énergies fossiles, les industries de l'énergie fossile peuvent se transformer totalement. L'industrie du vêtement peut se transformer totalement. Donc c'est pas une question de moyens, c'est une question de réorientation. La grande difficulté, c'est que cette réorientation doit être durable, elle doit être partout. La BPI devrait s'appeler la banque de l'économie de la vie, devrait être centrée sur cela. Ce qui n'est pas uniquement le climat. L'économie de la vie, c'est pas que le climat. C'est le climat, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'hygiène, c'est l'alimentation. C'est au moins, et c'est l'éthique qui en font partie.
Et sur le chiffrage ? Sur le chiffrage, on est à 38 milliards effectivement de dépenses supplémentaires, mais à 40 et quelques milliards d'économies. Donc on est sur un équilibre quand même assez satisfaisant. Et encore une fois, ce sont des dépenses d'investissement. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de flécher les investissements durables et de vraiment repenser la façon d'investir nos dépenses publiques. C'est-à-dire que la question, par exemple, de la santé, si on prend juste cet exemple-là, on propose d'investir massivement dans la prévention. Mais pourquoi ? Au-delà d'améliorer la vie des Français, ça permet également de faire des économies drastiques. Rien que la santé et le sport, par exemple. La sédentarité, elle a été évaluée à 32 milliards d'euros. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard dans le D'accord, programme. pardon. Oui. Mais je veux dire, c'est un exemple qui montre comment est-ce qu'on peut flécher nos investissements pour de meilleures politiques publiques. Puisqu'on parle de redistribution et de fléchage, la fiscalité, elle joue un rôle central. Vous appelez à une fiscalité qui soit à la fois plus juste et plus verte, puisqu'il faut bien qu'on fasse des choix durables. Fiscalité verte qui est encore trop perçue aujourd'hui comme punitive. Quelle serait, dans ce grand programme ambitieux, cette fiscalité qui serait à la fois verte et juste, c'est-à-dire acceptable et vertueuse dans le même temps ? Alors, je ne veux pas restreindre ça à vert. Parce que vert, pour moi, c'est juste une des dimensions de l'économie de la vie. Plus verte et plus juste. Plus verte et plus juste, non, une fiscalité de la vie. De la vie. Parce que imaginez une société où on aurait tout fait pour le climat. On aurait tout mis sur les moyens sur le climat. Le climat serait parfait, mais les gens ne seraient pas soignés, mangeraient mal et ne sauraient pas lire ni écrire. Vous imaginez l'enfer que ça serait. Donc évidemment, le climat n'est qu'une des dimensions d'une société positive. Donc la fiscalité ne doit pas être simplement une fiscalité écologique. C'est important qu'elle le soit, mais pas seulement. Et pour qu'elle soit une fiscalité écologique, une fiscalité sur la santé, sur l'éducation, il faut qu'elle soit dans toutes ces dimensions plus juste. Donc il faut à tout prix avoir davantage d'incitation dans ces domaines, mais en même temps, en permanence, créer les conditions de penser qui sont les victimes, comment je les compense, qu'est-ce que je fais pour améliorer. Je prends un exemple qui me paraît très, très frappant. Les automobiles. Il faudrait que tout le monde passe à la voiture électrique, enfin disons une voiture qui pollue moins. On peut discuter de la voiture électrique parce que qu'est-ce qu'on va faire des batteries, c'est une autre question. Mais enfin, supposons qu'on ait des voitures qui... Très bien, si on ne produisait plus que des voitures de ce genre, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait du stock ? Ça ne changerait rien d'avoir une production qui serait que des voitures si on laisse. Donc il faudrait ajouter une mesure de plus, qui serait de dire, eh bien les voitures existantes n'ont pas une durée de vie de plus de 5 ans. Qui permettrait d'éliminer... Mais naturellement, tout ça punirait tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture. Donc il faut à la fois le faire et compenser ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Donc ça suppose davantage de transferts. Alors effectivement, vous mentionnez le fait qu'il faudrait une fiscalité plus juste. On voit bien effectivement qu'aujourd'hui, les Français, surtout à la sortie d'un quinquennat qui a été marqué par une crise majeure, celle des Gilets jaunes, qui prend ses racines quand même là-dedans, on voit bien que la fiscalité reste un sujet hautement inflammable, que les Français d'ailleurs ont un rapport pas si clair que ça avec l'impôt, parce que de manière générale, quand on voit bien qu'ils portent un regard sévère sur notre système fiscal, ils ont le sentiment d'être extrêmement taxés, que ce système n'est pas juste, vous l'avez souligné, et puis quand on les invite à affiner leur jugement à l'aune des services publics dont ils peuvent bénéficier, l'école, l'hôpital, la justice, la police, ils sont beaucoup moins sévères. Dans ce cas, ils sont plus de 6 sur 10 à estimer que les impôts qu'ils payent sont justifiés, et c'est même un chiffre qui a progressé avec la crise sanitaire. Alors, on ne va pas souhaiter éternellement que des crises viennent réconcilier les Français avec l'impôt, mais on voit bien que peut-être, je ne sais pas, en capitalisant sur cette crise qui permet de redonner un petit peu de sens à l'impôt, est-ce que ce serait la solution ? Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier durablement les Français avec l'impôt ? C'est vrai, typiquement autour de cette table, qui aujourd'hui est capable de dire combien coûte un accouchement ? Combien coûte 10 km de portion de route ? Je pense qu'il faut redonner du sens à l'impôt, mais il faut surtout redonner un peu de lisibilité, de visibilité sur ce à quoi sert notre impôt. Et ce à quoi ça sert également dans un contexte un peu de citoyenneté et de lien civique. Nous, le constat qu'on a fait dans le cadre de ce bouquin, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en 2020, il n'y a que 44% des foyers fiscaux qui étaient redevables de l'impôt sur le revenu. Alors c'est effectivement une bonne chose pour les foyers les moins aisés, mais si on prend le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lorsqu'on voit que déjà, à l'époque, on avait prévu la contribution de chacun à part égale, c'est-à-dire à hauteur de ses facultés, à l'impôt comme un véritable lien civique. Il y a, à mon sens, vraiment une pédagogie à remettre sur la table et réexpliquer aux Français à quoi sert l'impôt,
pourquoi est-ce que c'est important justement de contribuer chacun à son échelle à toutes ces dépenses pour une société commune. C'est ce lien civique-là, en tout cas à l'impôt, qui, moi, me frappe particulièrement. Je pense qu'il a aujourd'hui disparu et il a été en plus amplifié par des mesures qui, si elles sont très pratiques, ont renforcé cette invisibilité de ce lien. C'est-à-dire que, par exemple, le prélèvement à la source. Aujourd'hui, on ne sait plus à quelle hauteur, bon, moi je suis libérale, mais sur une fiche de paie, voilà, c'est peut-être moins clair. Donc il y a, je pense, d'une part, cette question du lien civique à l'impôt, et effectivement, il faut redonner du sens en expliquant aux gens à quoi sert l'impôt aujourd'hui. Dans l'émission Futur, on fait toujours un petit flashback. C'est notre séquence inspiration. Alors, quelles ont été les influences dans nos parcours respectifs, dans le vôtre, dans celui de Julie? On verra pour tout à l'heure. Alors, Jacques Attali, lorsque j'ai demandé à Julie de qui pourrait-on parler, surprise, François Mitterrand. Mais attention, elle a été plus spécifique que ça parce qu'elle a proposé de parler des 110 propositions. Donc, je vous propose d'écouter François Mitterrand. Mitterrand, c'était un personnage, c'était des idées, mais aussi une méthode. Tout au long de cette campagne, j'ai développé des propositions. Elles sont précises, elles sont ambitieuses, elles sont réalisables. Autour de moi, des conseillers et des experts, parmi les meilleurs, travaillent depuis plusieurs années, et dans chaque domaine, en faisant la part du souhaitable et la part du possible, sans jamais oublier que derrière les chiffres, derrière les statistiques, il y a des femmes, des hommes qui vivent aujourd'hui un drame quotidien. Et je pense au chômage, à la vie chère, aux inégalités, à l'inquiétude des jeunes, à la solitude des personnes âgées. Jacques Attali ? Oui, c'était une période très différente. Moi, j'ai eu le privilège de me trouver diriger la campagne présidentielle de 1974. Et en fait, nous avons eu la chance, si j'ose dire, de perdre ces élections. Et donc, nous avons eu 7 ans pour affiner le programme. Qui fait qu'en 80, nous sommes arrivés avec quelque chose de poli par la critique. Nous étions très à l'écoute des critiques. Moi, j'avais continué à diriger tout ce travail, au point qu'en 81, dirigeant une nouvelle fois la campagne du candidat, j'avais fait préparer tous les projets de loi et décrets du programme. Et j'ai pu faire distribuer tous les projets de loi et décrets aux ministres le lendemain de leur entrée en fonction. Vous imaginez, on en est très loin aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi ça manque? Parce que les candidats ne se déclarent pas avant, parce que c'est une débat de personnes, parce que les candidats estiment que les programmes, ça ne sert à rien, mais ils le disent cyniquement ou pas cyniquement, et parce que les électeurs ne le leur réclament pas. Jacques Attali, vous connaissez certainement le bon mot de Pierre Dac. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Or, en vous lisant, on se dit, c'est assez simple, voilà, le chemin est clair, il est fixé. Mais est-ce qu'il vous arrive de douter quand même? Parce qu'on a un peu l'impression que pour vous, entre les idées et puis l'application dans le réel, finalement, le gap, il est facile à combler. Non, bien sûr, on doute. On a beaucoup travaillé avec Julie, avec tout le monde, et moi, ça fait si longtemps que je doute. Et puis d'ailleurs, il m'est arrivé souvent, pas très souvent, enfin, il m'est arrivé assez souvent de me tromper, et donc de tenir compte de mes erreurs pour essayer de moins en faire. Donc, personne n'est à veille. Mais de toute façon, il faut bien se dire cela, dans notre vie privée comme dans la vie publique, même si on ne fait pas explicitement des prévisions, on en fait implicitement. Ne pas prévoir, c'est déjà prévoir. C'est prévoir ou se laisser prévoir par d'autres. Et donc, on est totalement enfermé dans une certaine vision du monde. Qu'on l'ait librement voulu, par exemple, est-ce que vous avez un plan pour chacun d'entre vous pour ce que vous serez en 2030 ? Pas particulièrement. Bon, eh bien, si vous ne l'avez pas, dites-vous que quelqu'un d'autre l'a pour vous. Dites-vous que le monde l'a pour vous. Dites-vous que vous allez être, pardonnez-moi d'être un peu polémique, sans être personnel, ça me dérange pas. Vous allez être la marionnette de ceux qui vont décider votre 2030. Et si vous voulez avoir la moindre chance que 2030 ressemble un peu à votre idéal, eh bien, il faut le choisir. Quitte à vous tromper. Quitte à ce que votre idéal choisi, ce que j'ai appelé dans le livre que quelqu'un a évoqué tout à l'heure, devenir soi, change, quitte à ne pas trouver les bons moyens, mais au moins vous aurez essayé, vous aurez fait ce qu'il faut pour exercer votre libre arbitre. C'est vrai individuellement et c'est vrai collectivement. On peut se tromper quand on choisit,
mais on est sûr de se tromper quand on ne choisit pas. Il s'agit donc bien, Jacques Attali, de prendre son destin en main collectivement. Retour en 2022, puisqu'on est à la veille d'une échéance. Nous vivons tous mondialement une 4e révolution numérique. Sur le plan géostratégique, l'enjeu aujourd'hui pour une nation, c'est d'être une puissance influente sur ce terrain-là, mais une puissance qui se protège, qui se défend. Vous proposez une 4e armée. Alors, en plus de l'armée terrestre, aérienne et navale, nous aurions donc une armée du numérique. Pourquoi une armée pour se battre contre quoi et contre qui ? Alors, effectivement, comme vous l'avez justement dit, il va falloir que la France retrouve sa place dans le monde d'un point de vue économique sur ces enjeux-là. On a une série de mesures dans notre livre, dans les investissements tech, mais il faut également que la France puisse se défendre d'attaques, qu'elles soient émises d'acteurs privés, mais aussi d'acteurs publics. Les attaques, on les vit aujourd'hui tous les jours, et je pense que les Français en ont d'ailleurs conscience. J'avais lu récemment un sondage très intéressant de BVA, justement, sur l'intérêt en tout cas des Français. Je pourrais aussi quelques chiffres après. Si D'accord, super. On a un exemple qui est très récent, par exemple, à vous donner. Un hôpital public qui est aujourd'hui hacké par un acteur privé. Si ça ne tue pas directement des citoyens français sur le terrain, ça peut les tuer indirectement. Et donc, il faut que la France soit préparée sur ces enjeux-là. Comment ? Aujourd'hui, on a un ComCyber qui a été créé en 2017, mais ce qu'on nous a fait remonter, c'est qu'il n'a pas la légitimité d'un chef d'état-major. Effectivement, il n'est pas en mesure, d'une part, de pouvoir coopérer les militaires, les ingénieurs, les forces qui, elles, sont prêtes à se battre dans le cyberespace. C'est pour ça qu'on propose de créer une 4e armée du numérique qui ait les moyens technologique également, de pouvoir répliquer et de pouvoir se défendre dans le cyberespace. Alors, ce sont des moyens qui vont devoir être conséquents parce que ça demande à la France d'être à la pointe des nouvelles technologies pour faire barrière face à ces attaques qui sont très très nombreuses, de plus en plus nombreuses, qu'elles soient des cyberattaques, mais aussi maintenant sur le terrain, à l'aide de technologies. Certains pays investissent massivement dans les drones et compagnie. Mais il faut aussi effectivement avoir une stratégie militaire à ce sujet, et c'est là qu'il faut avoir une armée qui puisse la mener. Le fait d'avoir une armée du numérique serait un formidable appui pour le développement d'une stratégie industrielle dans ce domaine. Toute l'expérience historique a montré qu'on le veuille ou non, l'armée est l'avant-garde du développement industriel. Si les États-Unis sont devenus une grande puissance industrielle, c'est parce qu'ils ont choisi de développer leur armée. D'ailleurs, l'histoire a montré que c'est par la guerre que les États-Unis sont sortis de la crise de 29, pas du tout par les programmes de Roosevelt. Et c'est par la continuation de la mise en place d'un complexe militaro-industriel qu'ils ont développé les technologies de pointe. Tout ce qu'on appelle les technologies nouvelles aux États-Unis ont été développées par un tout petit organisme du ministère de la Défense qui s'appelle la DARPA. Et aujourd'hui, avoir une armée cyber, c'est une condition absolument nécessaire pour avoir une industrie dans ces domaines qui ait des moyens, puisque l'armée, elle, est une des rares instances de la République qui travaille dans le long terme, une des rares instances avec l'éducation nationale et encore, et qui donc a des plans longs, et qui donc peut donner aux industries les moyens de se développer, non seulement dans l'intérêt du militaire, mais l'intérêt général de la société. Est-ce que je peux faire une proposition supplémentaire, une idée de plus, c'est peut-être imaginer de renforcer aussi la coopération internationale au niveau onusien pour éviter une cyberguerre, un petit peu comme on l'a fait pour le modèle pour éviter la prolifération des armes nucléaires. Vous avez tout à fait raison, il faudrait un traité international dans le domaine, c'est clair. Se défendre contre cette cybercriminalité qui se développe, je voudrais donner quelques chiffres pour qu'on rappelle la réalité d'aujourd'hui, puis surtout ce qui nous attend, parce que en termes de proportion, le coût de la cybercriminalité a augmenté de 50% en 2 ans, c'est un coût global de 1000 milliards de dollars, cela représente 1% du PIB mondial, et puis depuis le Covid et notamment la généralisation du télétravail, on assiste à l'explosion de ces fameux rançongiciels, les ransomware, piratage et demande de rançon en contrepartie. Entre 2019 et 2020 en France, le nombre d'attaques par ransomware a augmenté de 255%. C'est une entreprise française sur 5 qui en est victime. Et les cibles privilégiées, vous le disiez, ce sont les entreprises et les institutions qui traitent des données sensibles. On pense au CHU, on pense aux collectivités locales. C'est le big game hunting. Et il y a effectivement de quoi inquiéter les Français. Oui,
Julie Martinez l'a rappelé, effectivement, les Français ont une conscience aiguë de ces enjeux, puisqu'ils sont 96% d'après l'étude que vous citiez, à penser que l'usage des outils numériques comporte des risques. À titre personnel, ils expriment des préoccupations fortes en ce qui concerne le risque de piratage de leurs données personnelles et en particulier bancaires, mais ils sont aussi très conscients des enjeux à l'échelle de la société. Un Français sur 4 se préoccupe des risques d'attaques informatiques visant l'État. Ils craignent aussi pour les campagnes de désinformation. Julie Martinez, on voit apparaître une nouvelle forme de cyberattaque. Les données ne sont plus simplement captées, piratées, mais elles sont aussi détruites, transformées, modifiées pour générer de la méfiance à travers ce qu'on appelle les vérités alternatives, les fake news. Est-ce que cette désinformation peut déstabiliser les démocraties, notamment dans une période comme celle qu'on vit actuellement, à savoir en période électorale ? Évidemment. On l'a déjà vu lors d'autres élections, hein, pas seulement en France, et c'est un des gros enjeux de l'élection présidentielle, je pense. On vit aujourd'hui une ère où l'héritage du siècle des Lumières a disparu, ou en tout cas est en péril, mais en péril très sérieux. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes, et chacun pourra le constater, on est à une époque où l'algorithme est prévu pour retransmettre, republier du contenu qui fait du buzz. Et quel est ce contenu-là ? C'est du contenu haineux, c'est du contenu qui attise les rumeurs. Ce sont des... Si vous voulez, la technologie elle-même, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, permet de mettre en valeur des contenus qui sont par nature antidémocratiques. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce bouquin, avec Jacques, avec l'ensemble de la commission, on porte des mesures très fortes pour redonner un avantage concurrentiel au contenu journalistique fiable. Ça ne veut pas dire tomber dans de la censure, parce que on a également un débat, c'est souvent des arguments qu'on nous oppose. Il y a d'ailleurs de toute façon des réglementations qui existent pour venir sanctionner des contenus à caractère haineux, antisémites, etc. La question des fake news est très particulière et elle est actuellement à l'étude dans le cadre des négociations sur le DSA, tout particulièrement, parce que c'est cette nature-là de la rumeur, de la contre-vérité, et d'ailleurs qui est très liée avec des constats qu'on fait par ailleurs sur l'absence de niveau, ou en tout cas le très bas niveau scientifique de notre jeunesse actuelle, la capacité des jeunes Français de distinguer une croyance d'une vérité, c'est un des enjeux absolument fondamentaux aujourd'hui. Et c'est un enjeu qu'on veut remettre à l'école, c'est-à-dire qu'on prévoit des modules cybercitoyens dans la matière, pour justement éduquer et former nos jeunes à comprendre d'une part que leurs actes dans le cyberespace a le même impact que dans la vraie vie, parce qu'il y a souvent cette frontière virtuelle qui fait que nos jeunes n'ont pas nécessairement conscience que ce qu'ils disent en ligne a exactement le même impact, d'ailleurs sous la loi, que dans la vraie vie, mais aussi pour redonner justement un peu de bon sens et de comment par exemple trouver une source. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tous les jours à l'école. Mais vérifier une source, si elle est fiable ou non, ça doit faire partie des modules, en tout cas, qu'on propose à l'école. Oui, c'est essentiel, tout à fait essentiel, et ça fait partie des clés de l'éducation, qui ne sont pas d'ailleurs seulement de l'éducation des jeunes, mais de l'éducation de chacun de nous. Il faut savoir distinguer la différence entre une vérité, une opinion et une croyance, qui sont trois choses différentes. Et il appartiendrait au monde journalistique, au monde universitaire, de créer les conditions pour que les fausses nouvelles puissent être éteintes aussi vite. Moi, je rêve, et nous en parlons rapidement, d'une application qui, comme... il existe d'applications qui, si vous mettez votre téléphone devant une chanson, elle vous dit quelle est la chanson. Si vous la mettez devant Shazam. Et si vous la mettez devant une plante, elle vous dit le nom de la plante, Pinterest. Vous voulez un Shazam du fait... Exactement. Et ça ne doit pas être très difficile, parce qu'après tout, si vous passez... Il y a des fact-checkers aujourd'hui. Il y a des fact-checkers. Je suis moi-même à la fois victime de fausses nouvelles et de fausses citations de moi, qui fait que les fact-checkers s'occupent de moi pour vérifier ça. Mais un fact-checker qui sont des gens merveilleux, incroyablement compétents, qui passent un temps fou, parce qu'il faut faire ça honnêtement son travail. Mais c'est une cuillère dans un tsunami. Il faut beaucoup, donc ça ne peut fonctionner qu'avec les mêmes moyens, c'est-à-dire l'automatisation. On devrait pouvoir, à partir de Wikipédia et de tout ce qui existe, développer une application qui permettrait de mettre, je vous dirais, la Terre est plate, c'est vrai ou c'est faux, on vous répondrait c'est vrai ou c'est faux. Et ça devrait être vrai pour tout. Juste et ça ne doit pas être trop difficile. Il y a des gens qui cherchent à faire ça. Est-ce qu'il faut anonymiser les intervenants sur les réseaux sociaux ?
pour éviter les facteurs de haine. En ligne. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est mal compris par les internautes qui se permettent tout et n'importe quoi, y compris les plus grandes ignominies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anonymat en ligne. Et ça, il faut bien le comprendre. Juridiquement, si on veut retrouver quelqu'un, on le retrouvera en ligne. Néanmoins, cette question de la pseudonymisation, je dirais plutôt d'un profil, effectivement pose question parce qu'elle permet, en tout cas, à ces hommes et ces femmes de dire tout et n'importe quoi. Cette transformation numérique à tous les niveaux, c'est avec la transition écologique le grand chantier majeur des décennies à venir. C'est ce que vous écrivez. Alors comment justement faire de la France une championne du numérique? C'est #MonAvenir. C'est parti. Bonjour Monsieur Attali, je m'appelle Hervé Vezin, je suis directeur de recherche au CNRS. Je dirige un laboratoire de recherche sur l'Université de Lille et je suis fortement engagé dans la recherche partenariale au travers d'un laboratoire commun avec la société Total Energy. Dans votre dernier livre, vous prônez en fait un renforcement de cette activité académique partenariale. Ma question est la suivante. D'après vous, jusqu'à quel niveau la recherche académique doit s'impliquer dans cette recherche partenariale tout en gardant à l'esprit de garder en fait une recherche amont pour des développements futurs? Il faut à tout prix développer l'interaction entre le privé et le public, de façon à ce que le privé soit de plus en plus influencé par l'intérêt général du public. Moi, je suis pour, je pense que c'est tout à fait nécessaire, sans aller jusqu'à la... Et c'est toute la difficulté, sans aller jusqu'à la colonisation du public par le privé. Donc c'est une question de rapport de force entre les deux. Aujourd'hui, on me dit que dans certains services hospitaliers, le service ne tiendrait pas si le médecin ne faisait pas sa recherche et son cabinet privé au sein de l'hôpital. Donc ça veut dire que c'est une privatisation de l'hôpital. On peut imaginer qu'il y a le même risque avec des laboratoires publics de recherche qui n'existeraient plus que par le financement et donc l'orientation de la recherche par le secteur privé. Je crois que c'est une question d'équilibre de financement et d'équilibre de déontologie qui devrait permettre de l'équilibrer et de pousser d'ailleurs le secteur privé dans la bonne direction. Alors j'ai une question tarte à la crème, mais c'est pas parce que c'est une question banale qu'elle n'est pas centrale. La France, ou mettons l'Europe, pourra-t-elle un jour jouer dans la cour des géants du numérique, à savoir les GAFAM, les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, les BATX chinois un champion français, européen du numérique peut-il encore émerger? Je laisserai Julie compléter ma réponse, mais tant qu'on n'a pas essayé, on va le voir. Aujourd'hui, on a perdu, mais rien n'exclut qu'on le fasse. 2, le numérique, ça date de 1960. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Donc, plutôt que de continuer à essayer de gagner la bataille d'hier, il faut gagner les batailles de demain. Les batailles de demain, c'est les géants biogénétiques, on le voit avec ce qui se passe avec les vaccins. C'est les géants en biomimétisme, qui est certainement une technologie fondamentale de l'avenir. C'est les géants en nanotechnologie, et c'est là-dessus qu'il faudrait essayer d'être les premiers. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'il est important de penser sur le long terme et de savoir flécher exactement là où on souhaite être en tant que nation dans 10, 15, 20 ans. Effectivement, des combats tels que les GAFAM, on les a déjà perdus. Avoir un Google français, on en a un qui s'y tente, on voit bien qu'on est encore un peu en décalage. Néanmoins, flécher, et d'ailleurs c'est ce que font de plus en plus de pays, tels que l'Inde, bon, la Chine évidemment, mais les nouvelles, la question de la e-santé. Ça, c'est aussi un secteur d'avenir. Mais il faut pouvoir se positionner maintenant sur certaines technologies pour pouvoir y arriver, et à mon avis, à une échelle européenne plus que française. En tout cas, cette révolution numérique, elle a déjà des conséquences très concrètes en matière de travail et d'emploi. Le fil rouge de votre livre, c'est de déminer les bombes à retardement pour plus tard. Un seul chiffre, 85% des emplois de 2030 n'existent même pas encore. Et dans le même temps, ce sont 14% des emplois actuels qui vont tout simplement eux-mêmes disparaître. Là encore, on est en pleine transition. Et comme à chaque fois en période de transition, évidemment, on est inquiet. Oui, Charlotte, d'après notre sondage exclusif, les Français semblent assez lucides sur le constat puisque un actif sur 10 anticipe la disparition de son métier d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, c'est demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous les trouvez inquiets à juste titre ou trop pessimistes? Moi, je dirais en tout cas inquiet à juste titre, mais sur ce constat-là. Mais il ne devrait pas être inquiet si la France avait justement un plan sur 10-20 ans pour pouvoir, d'une part,
orienter nos jeunes générations, c'est-à-dire l'orientation va être cruciale aujourd'hui pour demain. Il faut pouvoir expliquer aux jeunes quels vont être les changements de demain pour qu'ils puissent s'orienter justement en fonction de leurs capacités et de leurs compétences, mais sur ces secteurs d'avenir. Sur la question de la réorientation et de la reconversion professionnelle, il est juste de dire que certains métiers vont disparaître. À court terme, d'ici 10 ans, effectivement, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais en tout cas, sur les 20-30 prochaines années, il risque d'y en avoir beaucoup plus. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne ces professionnels dans leur reconversion, comment on accompagne ces entreprises-là et chaque individu. Donc, on a par exemple des propositions dans le cadre du livre. On propose de mettre en place une assurance compétence qui puisse prendre en charge justement cette reconversion professionnelle pour ces secteurs qui sont voués de toute façon à être dépassés. Non pas parce qu'ils sont dépassés, parce que c'est une volonté, je veux dire, sociétale qui dépasse la France, mais aussi parce que la jeunesse aujourd'hui ne veut plus de certains secteurs d'activité. Et c'est très important pour les entreprises d'anticiper ça dès aujourd'hui. C'est surtout des tâches qui vont disparaître plus que des métiers. C'est-à-dire que dans le même métier, on fait beaucoup de tâches. Il y a beaucoup de tâches de nos métiers, même les métiers de journalistes, qui vont disparaître. Deuxièmement, ce qui est véritablement vertigineux, c'est que non seulement on prépare les jeunes à des métiers qui n'existent pas, mais on les prépare à des connaissances qu'ils ne pourront pas utiliser parce qu'elles seront déjà obsolètes quand ils seront en situation de les utiliser. Et donc, ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à apprendre. La seule chose qu'il faut apprendre, c'est la motivation, la grit, la volonté, la niaque. Et ça, ça doit s'apprendre tout au long de la vie. Il faut avoir en permanence l'envie d'apprendre, de changer, de comprendre. Tout va changer très vite, mais si on a une volonté permanente d'être dans le coup, d'être au courant de ce qui se passe, d'être utile, dans ce cas-là, on fait l'effort pour apprendre. Et il faudra apprendre tout le temps. C'est pourquoi on met tellement l'accent sur la formation permanente. On met beaucoup l'accent sur l'enfance, qui est pour nous la clé des grandes lacunes de la société française d'aujourd'hui, mais l'accent sur la formation permanente. La formation doit être tout au long de la vie. Et nous ajoutons cette phrase vraiment révolutionnaire: se former est une activité socialement utile méritant salaire. On doit être payé pour se former, parce que quand vous formez, c'est pas seulement vous que vous formez un membre de l'équipe qui est utile à la société. Un peu plus tôt, donc, nous avons regardé une archive de François Mitterrand, personnalité inspirante s'il en est pour Jacques Attali. Alors, Julie Martinez, votre choix, vous l'avocate, vous avez choisi une magistrate devenue ministre, puis présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel. C'était en 1979. Mesdames, Messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Tous les États membres sont en effet aujourd'hui confrontés à 3 défis majeurs: celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. Oui, je pense que d'autres l'ont déjà dit mieux que moi et le diront mieux que moi, mais Simone Veil m'inspire pour ses combats pour la justice, évidemment, et l'espoir de la paix. Donc pour la justice, on les connaît en faveur des droits des femmes. Elle a rendu quand même le pouvoir des femmes sur leur corps, mais aussi pour la justice contre les conditions absolument indignes d'incarcération. Ça, on le connaît peut-être un peu bien. Voilà, exactement. Elle s'est battue contre ces conditions indignes en prison. Pour l'espoir de la paix et évidemment pour l'Europe, je pense qu'elle a un discours qui pourrait inspirer encore aujourd'hui nombre de nos concitoyens. Alors sûrement par réalisme et par expérience, elle s'est vouée corps et âme dans ce combat, mais elle en a fait une conquête de chaque jour et je pense qu'aujourd'hui on ne devrait pas en tout cas oublier ce point. Voilà, c'est une personnalité qui m'inspire énormément. Je voudrais qu'on parle des étudiants. Vous plaidez pour un revenu unique d'insertion qui remplacerait les minima sociaux pour les 18-25 ans, y compris les étudiants. Donc, ces étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, devraient pouvoir bénéficier de ces revenus sans condition de fortune, c'est important. Pourquoi c'est un enjeu d'avenir? Pourquoi c'est bénéfique à la société de demain? Et je dirais même c'est faire un pari pour la société de demain que de rémunérer cette jeunesse. Imaginez l'inverse. Imaginez que les jeunes n'aient pas les moyens de faire des études.
ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, mais imaginez que ce soit que ce qui arrive aujourd'hui s'aggrave, parce qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'étudiants qui ont abandonné leurs études, ce qui veut dire quoi? Dans 10 ans, on n'aurait pas assez de médecins, on n'aura pas assez de médecins, on n'aura pas assez d'ingénieurs, on n'aura pas assez de tas de gens qui n'auront pas été formés. Et donc, l'intérêt des générations présentes, c'est de former ceux qui viendront les remplacer plus tard. Peu importe ce que ça coûte. Mais c'est un investissement. C'est un investissement. C'est un investissement qui sera rendu par ce qu'ils feront. Ceci existe déjà. Il y a plusieurs pays d'Europe du Nord qui rémunèrent très décemment les étudiants pour étudier. Ici, on s'intéresse au temps long, on l'a bien compris. Donc, dès 1946, cette question de la rémunération des étudiants était posée. La fameuse charte de Grenoble, qui est un peu l'acte de naissance du syndicalisme étudiant. Et donc, à l'époque, il parlait d'un statut de jeune travailleur intellectuel. Donc, la question est aussi économique, mais elle est aussi d'ordre culturel. L'étudiant devrait être peut-être considéré comme un actif, mais un actif dans tous les sens du terme pour la nation. Oui. C'est le fait que les étudiants aient les moyens d'étudier, c'est la clé de notre élection. Moi, ça fait très longtemps que je dis une solution très simple au problème du chômage, c'est de considérer que toute personne qui est en formation n'est pas chômeur. Et si vous faites qu'un chômeur a l'obligation de se former, il est rémunéré pour se former, donc il n'est plus chômeur. Et ça règle par définition le problème du chômage. Naturellement, il ne va pas rester étudiant toute sa vie. Il faut que ça l'oriente vers un travail, qu'il le trouve, etc. Donc c'est ça la motivation. Mais il ne devrait pas y avoir d'allocation sans contrepartie. Et c'est ça le fil conducteur de notre travail. Pas d'allocation sans contrepartie. Et en particulier, pas d'allocation étudiante sans contrepartie. En tout cas, à tous ceux qui trouveraient cette idée révolutionnaire, il suffit d'aller regarder, vous l'avez dit, pas très loin en Europe. Vous citez plusieurs pays, et notamment cet exemple du Danemark, des étudiants de plus de 20 ans qui touchent 750 € à peu près par mois, à condition qu'ils ne perçoivent aucun autre revenu supérieur à 1 500 € et qu'ils ne vivent plus chez leurs parents. Et ceci n'exclut même pas les bourses, à condition de travailler 10 heures par semaine. La Norvège, c'est un modèle différent, intéressant aussi. Une aide de 1 150 € par mois sous forme de prêt à taux zéro à rembourser, mais prêt dégressif si on a des diplômes. Ce qu'on voit derrière ces deux exemples, c'est qu'il y a quand même une contrepartie. Il y a une sorte de contrat de confiance. Évidemment. Il y a une générosité de l'État, mais en face, il doit y avoir la responsabilité et la réponse de l'étudiant. C'est un deal. Donc en France, il faudrait exiger, demander une contrepartie quand même à cette rémunération. Bien sûr. Absolument. C'est un travail. La grande faiblesse de beaucoup de nos sociétés, y compris de la société française, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en commençant, c'est qu'il y a trop de passagers clandestins. La déresponsabilisation. Nous sommes des passagers clandestins. On profite du système. Il y a une allocation, on peut la toucher, on la touche. C'est ça. On ne donne rien en échange. Ce serait l'écueil, là. Oui, c'est un écueil, mais qu'on constate. Chacun peut faire son examen intérieur. Dans quoi ne sommes-nous pas des passagers clandestins quand on profite de telle ou telle chose? Il y a des allocations qui sont versées à des gens qui ne devraient pas les toucher, parce qu'ils ont des revenus supérieurs à ce qu'il exige. Et aujourd'hui, beaucoup de gens devraient, dans les classes supérieures, se poser la question de savoir s'il est juste qu'ils touchent des allocations qui font d'eux des passagers clandestins de la justice sociale. La place des étudiants, la place de chacun dans une société plus solidaire, plus fraternelle, plus apaisée. Comment construire cette France? C'est #MaPlace. Je m'appelle Mathieu, j'habite en Silicon Valley en Californie et je travaille dans le secteur de la high-tech. J'ai entendu Jacques Attali sur les propos de donner aux entreprises, de forcer les entreprises à reverser 2% aux actions charitables lorsqu'ils dégagent plus de 2 millions d'euros de résultats nets. Et je voulais mettre en exergue quelque chose que toutes les compagnies offrent à leurs employés ici, en tout cas dans notre secteur en Californie. C'est que pour toute donation charitable qu'un employé donne à l'organisation de son choix, l'employeur s'engage à reverser exactement la même somme afin de doubler effectivement ce que l'organisation va recevoir. Est-ce une bonne idée pour la France? Oui, bien sûr que c'est une très bonne idée. Et ceci, à ma connaissance, est fait de façon volontaire, Julie va le dire, mais en tout cas, ce que vous dites, je ne crois pas que c'est obligatoire en Californie, mais je parle sous votre contrôle. Et la proposition que nous faisons n'est pas obligatoire non plus. On prend l'exemple de l'Inde, qui a autorisé les entreprises à le faire, les incite à le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Non, c'est...
Ça suffit si ce n'est pas obligatoire? Oui, parce qu'il y a un système de naming and shaming, vous savez, très anglo-saxon d'ailleurs. On est pointé du doigt. Voilà, dans l'hypothèse où ces sociétés qui d'ailleurs, on est quand même raisonnable, ce sont des sociétés qui gagnent, en tout cas qui ont un chiffre d'affaires annuel net de plus de 2 millions d'euros par an. On leur propose de reverser 2%. Et s'ils ne le font pas, ils doivent dire pourquoi ils ne le font pas. Voilà, exactement, publier les raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Alors ça a très bien fonctionné en Inde, comme le disait Jacques, c'est quand même 99% des sociétés cotées qui ont joué le jeu. Ça permet également aux entreprises de comprendre et de recréer le lien avec des actrices de la société qui ont eu un impact très important avant la crise, mais qui ont un impact aussi aujourd'hui très important. Il y a eu une augmentation, par exemple, de 30% de la fréquentation des associations à caractère social pendant l'épidémie. C'est aussi aux entreprises maintenant de jouer le jeu, de ce jeu social et voilà, de tendre la main vers des acteurs. Alors qu'en France aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir, en président une fondation et une ONG, les entreprises sont de plus en plus réticentes à financer l'action sociale qu'elles estiment d'être la responsabilité de la puissance publique. On a toujours des alors que l'entreprise, dans le monde de demain, on le sait, aura une place centrale. De moyens et de pouvoir. Alors, il y a des entreprises merveilleuses qui sont nos partenaires, mais il y en a beaucoup qui pourraient l'être et qui ne le sont pas. Pas assez. En tout cas, si l'on prend en compte la population française en général, le mot de fraternité fait partie de la devise républicaine, lui, est loin d'avoir perdu son sens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, si on regarde les chiffres des associations, c'est assez étonnant, c'est bon de les rappeler, 1,5 million d'associations en France, 12,5 millions de bénévoles, ça représente un adulte sur 4. Avec la crise sanitaire, vous donnez ce chiffre, les acteurs associatifs ont enregistré une hausse de leur fréquentation de près de 30% en 2020. Alors là où le bas blesse, c'est sur le financement, c'est-à-dire que les dons ont fondu. C'est de la responsabilité de qui désormais pour aider ce tissu associatif qui est une vraie richesse? D'abord, le don a fondu parce que la disparition de l'impôt sur la fortune, de l'ISF, a fait disparaître une grande source de financement de ces associations. Même s'il en reste un peu, mais ça a été un facteur, parce que les financements venaient de l'exonération qui était permise ainsi. Et il n'y a pas assez d'incitation fiscale à financer le monde associatif. Pour prolonger sur cette question de la fraternité dont parlait Charlotte il y a un instant, on parle aussi beaucoup de France fracturée, de France fragmentée, mais c'est vrai qu'on voit quand même en même temps des signaux qui peuvent nous pousser à croire que le terreau, les ferments d'un socle commun pour rebâtir notre pacte social, reconstruire notre futur commun sont là. On parlait de la fraternité, les Français, d'après une étude qu'on a réalisée, quand on leur demande quel est le symbole de la République auquel ils sont le plus attachés, eh bien c'est effectivement notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui arrive en tête devant le drapeau tricolore ou la figure de Marianne. Donc ça montre bien qu'on a quand même des valeurs en commun. Et puis, dans cette même étude qu'on a réalisée en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, on voit que pendant la crise sanitaire, une majorité de Français ont fait preuve de solidarité. Ils se sont engagés à travers ce qu'on pourrait qualifier d'engagement de proximité, aide entre voisins, collecte pour les plus précaires, soutien au personnel soignant. Donc on sent une énergie positive dans la société. Elle existe, cette énergie. Mais comment est-ce qu'on fait pour la fédérer pour qu'on bâtisse un futur commun et pour qu'on fasse société. Il faut montrer beaucoup plus ces choses. Moi, je suis frappé de faire... En effet, il y a beaucoup de choses de ce genre. Moi, je le vois avec la fondation que je préside. Nous travaillons dans les quartiers à aider les jeunes. Peu de gens savent que les jeunes des quartiers, pendant le confinement, sont venus de nuit dans Paris pour nourrir les sans-abri. Ouais. Les jeunes en difficulté des quartiers sont venus avec des ressources qui venaient de Rungis et d'ailleurs pour nourrir les sans-abri. Voilà. Il y a une solidarité entre les plus démunis. Et beaucoup de ces... Si on montrait davantage toutes ces expériences, on a développé une opération dans la Fondation qu'on appelle l'Union fait la France. Et la mise en commun de bénévoles avec des enjeux est absolument extraordinairement valorisant. Il faut davantage le montrer. Ouais, si je peux aussi juste préciser un point. Quand vous dites que la France est fracturée, ou en tout cas que... Je dis qu'on le dit, je dis. Ouais, non, bien sûr, qu'on le dit. C'est vrai qu'il y a des Français qui ne se parlent plus aujourd'hui, qui ne se comprennent plus, mais tout simplement parce qu'ils ne se croisent plus, ils ne peuvent plus dialoguer. Il n'y a plus d'espace. Je veux dire, l'école, nous, c'est une de nos mesures d'ailleurs, réintégrer un peu de mixité à l'école, c'est pas pour rien, c'est pour justement renforcer cette fraternité. À l'époque, on se croisait dans un immeuble, le dernier étage et le premier, qui avait des valeurs complètement différentes financièrement. On se croisait, on se côtoyait dans
dans un même quartier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur cette question de dotation positive des entreprises envers les associations, pour les associations, parce que ça permet également à un système économique très fort, qui est constitué de nos entreprises, de connaître et de rencontrer, de comprendre les difficultés de ce maillage qui participe justement à cette solidarité, cette fraternité. Il faut créer de nouveaux espaces où les gens se rencontrent et se comprennent et montrer, et en tout cas remettre en valeur les actions qui sont réalisées au quotidien dans ce domaine-là. Et on a une couverture médiatique qui est quand même très, très difficile. Moi, combien d'amis ne regardent plus les infos parce que c'est déprimant. Mais parce qu'on ne passe pas justement suffisamment de temps à mettre en avant des actions positives. Et il y en a beaucoup qui sont accomplies sur le territoire français. Alors ça nous permet de revenir sur le positif et sur l'économie de la vie. Vous avez dit tout à l'heure que dans cette économie positive de la vie, il y avait la santé. Vous avez insisté sur le coût de la sédentarité et vous militez pour l'intégration du sport pour tous tout au long de la vie. 30 minutes de sport par jour pour tous. À minima. Les Français, Jacques en fait plus. Les Français partagent votre recommandation puisqu'ils sont, d'après notre sondage exclusif, très majoritairement favorables à la mise en place d'une politique volontariste incitant fortement tous les Français à faire ces 30 minutes de sport par jour, 70%. Mais je noterai quand même que cette adhésion elle est plus marquée chez certaines catégories de population, les cadres, les plus diplômés, les plus hauts revenus, en d'autres termes les catégories dites favorisées, ce qui pointe en creux la question de l'inégalité d'accès à tous. C'est une idée louable, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour que tous les Français puissent réellement pratiquer 30 minutes de sport par jour ? Vous n'avez pas de pain à manger des brioches, évidemment, c'est ça le risque. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Il y a beaucoup de gens qui le font, d'ailleurs, parmi les plus défavorisés sans le vouloir, parce que ceux qui doivent marcher 30 minutes tous les jours pour rentrer chez eux matin et soir, ils font les 30 minutes de sport. Mais ils aimeraient mieux les faire autrement, en faisant du jogging dans un parc, ça c'est clair. Donc il faut créer les conditions par l'école, par l'université, par l'emploi. L'entreprise devrait prévoir des salles de sport. Oui, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas du temps pour le faire. Ça devrait faire partie des conditions de vie normales d'un travailleur. Dans beaucoup d'entreprises, maintenant, il y a des salles de sport, mais ça devrait être des conditions normales de vie. On sait que la santé est liée au sport qu'on pratique. On sait que plus on fait du sport tous les jours, plus on a une meilleure santé. Et d'ailleurs, plus on est en meilleure forme aussi intellectuelle, moins on est violent d'ailleurs. Et donc ça, c'est un facteur absolument majeur. Il y a une question qui fâche. Donc plus de temps passé devant les écrans, c'est inévitablement plus de sédentarité. Donc est-ce que ça ne nous prépare pas à une génération de jeunes en surpoids, en situation d'obésité? Alors quelles mesures ici on essaye de trouver des solutions. Là c'est peut-être une solution controversée. Est-ce qu'on doit faire comme les Chinois, c'est-à-dire encadrer le temps passé devant les écrans? Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution un peu martiale? Rapidement. Effectivement, oui, c'est l'une de nos mesures. On propose en tout cas d'interdire l'accès aux écrans dans tous les endroits recevant des enfants avant l'âge de 3 ans. Parce que les rapports, on les a lus, vous les avez également consultés, qu'il s'agisse de Boris Cyrulnik ou autre, il y a des effets absolument négatifs sur l'impact tout simplement cognitif des enfants lorsqu'ils, en dessous de 3 ans en tout cas, ont accès. Au-delà, il faut, je pense, l'écran ne doit pas être un obstacle, parce que c'est un médium comme un autre, mais il faudrait justement, et c'est une de nos propositions, investir par exemple dans les filières de l'éducatech. Ce sont des choses, c'est une filière qui est énormément investie en ce moment par la Chine et les États-Unis, c'est pas pour rien, parce que de fait, les enfants passent un temps fou devant les écrans. Il faut savoir maintenant comment est-ce qu'on fait de ce médium un fond, un contenu, du contenu qui leur permette d'apprendre, et comment est-ce qu'on les attire justement vers des contenus autres que les séries. Mais c'est complémentaire de nos mesures contre la sédentarité. Il faut trouver un juste milieu. La meilleure façon de lutter contre la sédentarité, c'est d'interdire le sucre. Ça c'est fondamental. Parce que l'obésité, c'est le sucre artificiel. La deuxième, c'est qu'en effet, il faut à tout prix réorienter l'usage des écrans vers des usages meilleurs. Mais avant d'interdire, on peut donner des moyens de liberté. Il existe aujourd'hui des logiciels très bien faits, très simples, qui vous permettent de savoir tous les jours ce que vous avez fait de votre journée face à l'écran. Et si elle vous dit que vous avez passé 4 heures à regarder des séries, peut-être ça va vous culpabiliser. Donc avant d'interdire, il faut
donner les moyens de la responsabilité. Et bien justement, de plus en plus de temps devant les écrans, mais pour faire quoi? Pour comprendre quoi? Pour dire quoi? Puisque c'est un espace d'expression aussi. Vous avez des images, Christian, pour nous. Oui, la liberté d'expression, on en use et on en abuse, en particulier en période électorale. Et je voudrais vous montrer un petit peu ce qui a été le moment précurseur, si l'on veut, des réseaux sociaux. Ce sont les radios libres. Vous connaissez bien Jacques Attali. Elles ont un peu joué, si l'on veut, ce rôle de réseaux sociaux avant la lettre. Sur les ondes, on partageait un petit peu tout. On s'engueulait, on partageait les passions, les idées. Et en 81, certains réclamaient haut et fort une radio vraiment libre. Ils sont en train de les faire, les lois. Alors évidemment, on est dans l'illégalité à un moment donné. Mais le problème, c'est de savoir quelles sont leurs intentions, quoi, c'est tout. C'est ça qu'on voudrait savoir. Et on a l'impression, à travers les actions qu'ils mènent, que leurs intentions, c'est de juguler complètement tout ce qui pourrait ressembler à de la liberté en matière de radio. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les radios libres, il n'y a que le mot libre qui ne va pas du tout, quoi. En tout cas, vous allez continuer à animer une tranche horaire ici? Ah ben moi, je vais les soutenir jusqu'au bout. Ah oui, bien sûr, oui. Tout le monde est prêt ici à rester, c'est pas spécialement moi. On va tous rester jusqu'au bout et si on doit se faire déloger par la police, on restera, c'est pas le problème. Il y a beaucoup d'auditeurs ici et c'est pour ça qu'on est les seuls à être brouillés. C'est parce qu'on dérange. Oui, oui. Réaction rapide, Jacques Attali? Mon ami éternel. Voilà, rien de plus à dire. Il a tout dit. Il y a cette fantaisie, il y a cette liberté, et puis aujourd'hui, il y a cette ambiance où vous dénonciez le règne de l'instant, des fausses nouvelles, cette agressivité. Comment on peut remettre le jeu démocratique et l'espace de discussion dans une note positive? Est-ce que le vote électronique, par exemple, c'est quelque chose qui pourra avoir lieu de façon sécurisée, apaisée à l'avenir? Oui, c'est en tout cas une des mesures qu'on défend également dans le cadre du bouquin. C'est pas la seule pour susciter ou régénérer un intérêt de nos citoyens pour la vie politique et l'élection, quelle qu'elle soit, présidentielle ou autre. Néanmoins, c'est un médium, à mon sens, qu'il faut vraiment creuser. Ça a été mis en place en Estonie avec des résultats assez bons sur la participation, par exemple, électorale. La question de la sécurité est un peu facile, je pense, à mettre en avant lorsqu'on essaye de contester la pertinence du vote électronique parce que d'une part elle est une difficulté, mais lorsque l'on voit ce que l'ANSSI est capable de faire aujourd'hui en matière de sécurité des systèmes, je pense qu'on peut, avec par exemple des médiums comme la blockchain, très bien y arriver. Néanmoins, ce ne sera pas, encore une fois, la seule mesure essentielle pour susciter l'intérêt des jeunes générations. Voilà, l'horloge tourne, c'est le futur qui nous rattrape. Juste, j'ai envie de faire un peu de politique fiction avec vous, Jacques Attali. Quand vous avez démarré votre première campagne aux côtés de François Mitterrand en 1974, on n'imaginait pas, bien évidemment, même vous, l'homme du futur, les tweets, les lives, même pas les meetings olfactif, virtuel, immersif, la métapolitique. Alors faites-nous rêver. Vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fera dans 20-30 ans? Ce sera quoi une campagne électorale, une campagne présidentielle dans 20-30 ans? Comment vous l'imaginez? Des hologrammes? En 74-75, on prévoyait Internet, YouTube et tout ça. C'était déjà... Je peux vous donner des textes qui le montrent. Dans 20-30 ans, d'abord j'espère qu'il y aura encore une démocratie. J'espère qu'elle sera puissante. J'espère qu'elle ne sera pas réduite à des jeux d'hologrammes et qu'elle sera une vie réelle, responsable, si possible au niveau d'une puissance européenne intégrée. Oui, le ton de votre livre, c'est évidemment des propositions et de se projeter dans l'avenir, mais il est grave puisque vous terminez en disant « L'heure est à la mobilisation générale pour éviter le pire et construire le meilleur ». Alors ici, à Futur, nous avons #MaFrance, #MonAvenir, #MaPlace. Je voudrais vous proposer un tout petit jeu avant de se quitter. #MaFrance rêvée. Jacques Attali. Ma France rêvée, c'est une France fraternelle. Voilà, d'abord et avant tout. Une France fraternelle qui a une idée précise de ce qu'elle veut être dans 30 ans. Julie? Ma France rêvée, c'est une France fière, c'est-à-dire où chaque citoyen est fier d'être français, fier de nos valeurs et de ce que nous accomplissons ensemble. C'est une France plus égalitaire, également où chacun trouve sa place,
grâce à nos valeurs républicaines. C'est une France réconciliée, là, comme on en parlait, réconciliée avec elle-même, avec son histoire, pour mieux appréhender l'avenir, et qui réconcilie les Français entre eux, tous ceux qui ne se parlent plus et qui ne se comprennent plus. Une France innovante, évidemment, quand même, pour se projeter dans l'avenir, dans le futur, et qui écoute d'ailleurs sa jeunesse pour le faire, tout en écoutant les conseils de nos aînés. Et en somme, une France positive, qui rayonne comme telle en France et à l'étranger. Merci infiniment, Julie Martinez. Merci infiniment, Jacques Attali. Merci à tous. C'était Le Futur de Jacques Attali et Julie Martinez.